Et salut, coucou, bienvenue tout le monde, c'est Florent le Meeple Vert et Anto des Jeux des Livres. Oui. Bienvenue, c'est le débrief ludique du lundi soir à 20h sur Twitch enregistré en direct. Si vous nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à mettre déjà un petit pouce en l'air. Et puis n'hésitez pas à venir sur Twitch nous regarder et discuter avec nous en live. Donc le débrief ludique, le débrief ludique c'est quoi, Anto? En fait, c'est le débrief des jeux auxquels on a joué la semaine écoulée. C'est ça. Et on va donc sur MyLudo pour vous présenter les jeux et on va en parler un petit peu. On va vous présenter donc le jeu en lui-même et puis on va vous donner surtout notre avis et notre ressenti sur les parties qu'on a pu faire. C'est ça le principe du débrief ludique. Yes. Et voilà, et on va commencer de suite, sans plus tarder, avec ce tout premier jeu qui arrive. Next Station Berlin. Alors celui-ci, il va falloir attendre un petit moment avant de l'avoir. Nous, on a eu la chance de l'avoir à Cannes. Il devrait arriver pas avant septembre. Le deuxième semestre, oui. On a, voilà. Donc, on a le temps. Hello, Icon. Salut. Next Station Berlin, c'est encore une boîte de Next Station après Paris, Tokyo, Londres. Bien, voici Berlin. Et on est toujours content de découvrir des nouvelles itérations. Et c'est toujours très très bien en fait Next Station. Voilà, c'est le même principe. On retourne des cartes, on essaye de relier des stations pour créer des lignes de métro. Sauf que donc la petite particularité dans Berlin, c'est que nous avons au lieu d'avoir un point de départ, comme dans les premières versions, et bien là nous en avons deux. C'est-à-dire que le but c'est d'essayer de rejoindre en fait ces deux stations de départ et d'arrivée. C'est possible. Voilà. C'est pas obligé, ça nous fera marquer beaucoup plus de points si on arrive à faire, à relier les deux stations roses, les deux stations vertes, etc. Donc ça, voilà, c'est vraiment ce qui va... Oui, parce qu'en fait, le tirage des cartes oblige à partir soit du quartier couronne, soit du quartier ours. Parce que la carte est divisée en deux. En fait, peut-être on pourrait peut-être montrer... Berlin couronne, Berlin ours. Voilà. Donc c'est effectivement la carte est divisée en deux parties et les cartes également sont donc en double. Ce qu'on va donc nous faire partir soit d'un côté à gauche, soit d'un côté à l'autre, donc avec les cartes qui sont classiques, voilà. Donc si c'est une carte violette, comme on le voit avec la petite couronne ici, eh bien on va partir du côté violet couronne et la carte, ou alors du côté orange ours. Et je ne sais pas si on va bien le voir, mais voilà, vous avez deux côtés. Donc vous avez la carte qui est divisée en deux avec le côté ours et le côté couronne avec les deux points de départ. Je ne sais pas si ça fait la mise au point, je n'en sais rien. Voilà, donc le but ça va être de relier ces deux stations de départ. C'est pas le but, mais ça fait marquer beaucoup plus de points. C'est quand même très, très bien de le faire. Et donc ça nous encourage en fait dans cette version à faire beaucoup de stations qui se croisent, je sais plus comment on appelle ça. De croisement. Ouais. Et chose qu'on ne faisait pas forcément dans les premières boîtes, malgré que ça nous rapporte plus de points. Mais là, on est vraiment beaucoup plus encouragé à le faire, puisque justement, on a ces deux points de départ et on va essayer de les faire relier. Forcément, ça va se croiser entre les lignes, donc c'est pour ça que ça nous encourage beaucoup à le faire. Oui, en fait, moi, j'aime bien voir toujours les petits twists qu'ils nous proposent entre les différentes boîtes. Et là, c'est vraiment... Je l'ai trouvé très bien, mais c'est un challenge. Alors, ça bloque. Ouais, mais on n'est pas... c'est pas si compliqué que ça, en fait. Voilà, enfin, moi, ça me bloque. Mais je suis moins doué. C'est toujours aussi bien. Donc, voilà, on n'a pas de date de sortie pour l'instant, mais c'est pas avant septembre. 4 joueurs, même peut-être voir... Non, 4, puisqu'il y a 4 crayons. Oui, il y a 4 crayons. À partir de 8 ans, des parties d'environ 25 minutes. C'est toujours chez Blue Orange. C'est un jeu de Matthew Dunstan et illustré par Maxime Morin. Oui, on se lasse pas en fait. Pas du tout. Hein? Moi, j'étais encore hyper hypé, comme d'hab. Ouais, c'est toujours des chouettes jeux, si tant est qu'on aime le flip and write. Oui, mais nous on aime. Ouais. Donc on est conquis un petit peu d'avance en fait. Exactement. En suivant, Dice Pool Party.
de 7 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Ah non. C'est chez Gigamix, c'est un jeu de Christophe Katzler et Thorsten Marold, illustré par Annika Heller. Toute petite boîte. Dans cette petite boîte, en fait, on va retrouver donc principalement des dés et une feuille de score. Et un petit peu à la façon d'un Yams, exactement. On va avoir notre feuille de score avec des couleurs, mais également des suites, des paires et des valeurs. Comme on peut peut-être le voir également sur la feuille. Mais je sais pas si ça fait trop la mise au point, en fait, voyez. Donc, le principe, c'est que vous allez avoir... Vous allez avoir la piscine. En fait, c'est directement, vous prenez la boîte de jeu, et bien ça fait une magnifique piscine. Ça fait la piscine. Vous allez mettre les dés à l'intérieur. Vous allez prendre le couvercle de la boîte. Voilà. Vous allez le poser par-dessus. Attention au bruit. Vous laissez secouer la boîte. Et là, vous allez, la révéler. Pendant 3 secondes. C'est beaucoup plus là. Et vous allez la recouvrir. Et là, ce que vous allez faire, c'est qu'en fonction de ce que vous avez pu repérer... Et la mémoire photographique. Voilà, ce qui est très compliqué. Vous allez dire, tiens, sur cette manche-là, je vais scorer, soit les couleurs, soit les paires, soit les valeurs 1, 2, 3, soit les 4, les 5 ou les 6, ou alors je compte tout. Mais évidemment, on peut le faire qu'une seule fois par partie. On révèle, et là, à ce moment-là, on regarde, là, on pleure. On compte, tout simplement, la couleur des dés, la valeur des dés, etc., en fonction de ce qu'on a tenté, de se souvenir et qu'on a repéré. Mais c'est rigolo. C'est rigolo, oui. Alors après, tu peux faire un petit peu au hasard. Ah, c'est la bisto des nazes, voilà, comme on dit ici. Zéro mémoire, oui, c'est au feeling, c'est au talent, moi je dis. Ouais, en fait, tu bosses. Mais en fait, c'est rigolo, voilà, ça marche bien. Parce que tu en es bien sorti. J'étais impressionné. Tu essayes de repérer très rapidement, parce que ça dure 3 secondes, en fait. Ouais. Tu essayes de repérer vite les dés qui vont te faire marquer le plus de points. Et tu choisis. Mais des fois, tu vois tellement de choses, parce que les dés, ils se ressemblent. C'est des petits dés. Donc, il y a des dés de couleur. Il y a des plus gros dés. Ouais, mais ça, on voit pas trop la différence, je trouve. Au niveau des dés, de la taille. Ah, okay. Hop là, voilà. Donc, je voulais juste les remettre en sachet pour les montrer comme ça, voilà. Hop là. Ah, moi j'ai pas du tout réussi, Icoc. Non. Mais Flo, j'étais impressionné. Ouais, moi je trouve ça rigolo. Mais après, tu t'en es sorti. Quand tu sais pas trop, tu coches un petit peu au hasard en fonction de ce que tu as pu repérer. Et puis ça marche. Mais ça marche bien en tout cas. Moi j'ai bien rigolé. C'est plutôt fun. C'était pas bien grave. Oui. Hop, un petit Dice jeu Pool Party. d'été, quand même. Oui, alors Dice Pool Party qui sort au mois de mars. Ouais, Ah non, ça sort en mai. Tu vois ? Ah on a le temps. Juste un peu avant l'été. On a le temps parce qu'effectivement, donc le 15. Mais oui. De suite. Pour le début de l'été. Mais bien sûr. On va dire. Voilà. Voilà, c'était donc Dice Pool Party. Spy World. Alors ça, c'est très drôle. Ah oui. C'est du flip and write, avec une mécanique qui pourrait reprendre un peu le principe de Welcome to the Moon. Vous savez, ou Welcome to, en fait. Oui, vous avez donc 3 paquets de cartes que vous allez retourner. Vous allez prendre donc un résultat d'une colonne de cartes. Le principe de Welcome to, c'est-à-dire que vous allez choisir une association de 2 cartes, avec une carte en haut qui va vous donner en fait une ligne ou une colonne, en tout cas un lieu où marquer le résultat de l'autre carte. Et l'autre carte, ça va être vous allez... Mais quel lieu? Pas n'importe quel lieu. Oui, mais attends. Vous allez mettre sur le résultat, vous allez mettre soit un mur, soit un robot, soit un trésor, soit un secret plutôt. Puisque dans Spy World, vous allez au fur et à mesure donc de ces cartes que vous allez dévoiler, vous allez construire votre propre base secrète. Oui. Et ce qui est très marrant, une fois que vous avez construit cette base secrète, vous allez passer c'est le meilleur du cette feuille à votre adversaire. Oui. Et lui, il va devoir explorer pour tenter d'aller trouver vos secrets.
Essayer de passer les pièges aussi. Et passer les pièges et essayer de contourner les murs. Oui, parce qu'on essaie aussi de s'entraîner, d'entraîner en fait son espion, pas que de poser des pièges ou cacher des trésors, enfin des documents secrets, mais on essaie aussi d'entraîner le plus possible sur notre propre agent. Trois capacités d'agent. Voilà. Le déplacement, la discrétion et le combat. Ouais. Ce qui va nous permettre donc les déplacements. Pour un point de déplacement, j'avance d'une case. Voilà. Pour combattre, eh bien, ça va être donc soit les gardes, en fait, que mon adversaire aura posé, et la discrétion, ça va être pour éviter les pièges. Oui. Voilà. Donc, au fur et à mesure, eh bien, on va barrer, eh bien, ce qu'on a pu améliorer, et au fur et à mesure, on va comme ça avancer pour explorer la feuille de l'autre. Oui, donc c'est une première partie, un petit peu dans son coin, où on est tenté soit de disposer pas mal de pièges, soit d'améliorer finalement les capacités de son espion. Voilà, faut trouver l'équilibre, où est-ce que je mets aussi ce que je vais cacher, et essayer que ce soit le plus difficile possible, finalement, d'y arriver. Toi, t'as bien géré ta carte. Oui, bon, après, on n'est pas trop contraint, on arrive quand même toujours plus ou moins à faire des petits trucs, on peut faire des modifications en dépensant, des billets, voilà, de la monnaie, quoi. On peut changer des valeurs de cartes pour changer les coordonnées, ou alors changer pas mal de choses, en fait. Voilà, on peut dissocier les cartes pour en prendre d'autres, on peut même en prendre une deuxième. Donc voilà, c'est la première partie où on construit chacun de notre coin, notre base secrète. C'est un peu long. Un petit peu long. Parfois. Un petit peu long. Bah après, voilà, sur une première partie, ça peut paraître peut-être un peu long. Je pense que sur les suivantes, au fur et à mesure, t'as compris le truc, tu sais aller. Parce que le début, tu sais pas trop ce que tu vas faire. Donc, c'est à partir de 2 joueurs. Moi, j'ai bien compris mes erreurs. Ouais. Pour des parties d'environ d'une 30aine de minutes, c'est peut-être à peu près ça, oui, 30aine de minutes. Donc c'est chez Don't Panic Games, c'est un jeu de Frédéric Morard et illustré par Emmanuel Arnaldi, c'est Asmodée qui le distribue. Oui, la deuxième partie, quand toi tu explores, c'est peut-être le plus amusant, au final. Oui, bon, après voilà, il faut qu'on y rejoue pour qu'on comprenne en fait ce qu'on est en train de faire. On sait pas trop où on va. Mais ça fait partie justement de la contrainte, c'est ça qui est intéressant. Mais c'est vrai que c'est peut-être une partie qui est un petit peu longue au début. Une fois que tu as compris, je pense que les prochaines parties que tu fais, tu le fais beaucoup plus rapidement. Plus fluide. Ouais. Donc voilà, un flip and write qui est plutôt rigolo de fait parce que tu vas découper ta feuille. Donc tout ce que tu as dessiné, ta base secrète, tu vas la faire passer à quelqu'un d'autre, mais un autre côté de ta feuille que tu as découpé, eh bien, c'est ton agent, avec comment tu as pu l'entraîner, c'est-à-dire que tu as pu l'améliorer au niveau du combat, de la discrétion et des déplacements. Donc, il va découvrir la pièce secrète en fait, de l'autre. En fait. Ouais. Voilà, vous voyez. Donc ça, on l'a découpé. Ça, c'est la fiche de notre propre agent. Et après cette partie-là, c'est l'adversaire qui va aller l'explorer. Voilà, Spy World. Zoico. Nous l'avons découvert à Cannes, celui-ci, et les éditeurs, donc les Ingérables, ont eu la gentillesse donc de bien vouloir nous donner une boîte pour qu'on y joue et pour qu'on vous le présente. Donc c'est un jeu de Aliénor Simon Gucherman et Quentin Pilot, illustré par Solveig Colombe. C'est très joliment illustré. Oui, moi j'aime beaucoup. C'est un jeu un petit peu assez zen en fait. Un petit peu contemplatif au niveau des cartes. Il y a de l'interaction, mais c'est pas non plus super méchant. On va pas tuer des animaux. Ah non, mais on va bien embêter les autres quand même. Hein. Donc le but est très simple en fait, c'est d'essayer de construire son propre écosystème devant nous pour marquer tout simplement le plus de points. Comment on va faire ? Eh bien, on va choisir. Donc c'est un jeu qui se joue à 2 joueurs. Si vous avez 2 boîtes, vous pouvez jouer à 4 joueurs. Oui. Donc on a joué à 2, on a joué également à 4. C'est plus ou moins les mêmes sensations de jeu quand on joue à 2 ou à 4. Dans cette boîte, dans une boîte, il y a 4 types de terrains: la montagne, les marais, la mer et la forêt. Oui. Voilà.
Donc, il y a 4 types de terrains. Chaque joueur va prendre 2 types de terrains. Alors, On va mélanger le deck et on va prendre tout simplement 5 cartes. Et à mon tour, eh bien, je vais jouer une carte et je vais repiocher une carte. Donc, je peux jouer une carte soit sur son côté verso pour jouer eh bien, le type de terrain, soit eh bien, un des 2 que j'ai. Ou alors, je peux également, à partir du moment où j'ai des terrains, je vais pouvoir placer un animal dessus qui correspond forcément au bon terrain. Par exemple, les visons, comme on le voit ici, il faut qu'ils soient dans tel type de terrain. Vous voyez, les tortues, il faut qu'ils soient dans les marais, qui sont ici. Donc j'aurais pu poser cette carte-là, et par la suite mettre cette petite tortue dans un coin ou une moitié de carte, suivant s'il prend plus ou moins de place. Il y a des cartes également végétaux. Des végétaux qui vont nous permettre là justement de créer l'interaction avec ses adversaires, ou alors de faire des petites modifs dans notre propre territoire. Donc à partir du moment où j'ai 2 animaux, un mâle et une femelle, eh bien si j'ai la carte qui correspond à la portée, eh bien j'ai le droit de la jouer, ça me fera des points supplémentaires. Oui, et puis au bout de 3 reproductions, la partie s'arrête. Voilà. Chez quelqu'un. Voilà, là par exemple dans l'océan, eh bien cette personne-là a joué un Bernard l'ermite femelle et mâle, et eh bien il a pu jouer un tour suivant une ponte de Bernard l'ermite. Donc toutes ces cartes-là lui rapporteront donc 6 points. Et celui-là il est tout seul, bon ben ça fera que 1 point, mais peut-être que plus tard ils vont pouvoir mettre la sèche femelle pour avoir une portée de sèche. Oui. Voilà. Et après, bah, c'est ça, c'est juste les interactions avec les végétaux qui vont venir un petit peu aller embêter l'adversaire, soit de remballer une carte, soit de retourner. Il y a quand même beaucoup d'interactions. Il y a beaucoup d'interactions dans ce jeu. Ce qui est assez rigolo parce que c'est à la fois un petit jeu contemplatif, voilà. Les Ingérables, c'est donc une maison d'édition qui crée en fait des jeux éducatifs. Donc là c'est souvent en partenariat, là en l'occurrence avec tout ce qui est parc naturel du sud-est de la France. Donc là on visite en fait et on voit les animaux de ces écosystèmes là qui sont protégés du sud-est de la France. Donc c'est à la fois contemplatif, on apprend des choses, mais il y a quand même énormément d'interactions, moi je trouve, dans ce type de jeu, ce qui est assez étonnant. Parce que souvent dans ce type de jeu un peu chill, on n'a pas beaucoup d'interactions. Et là, il y a énormément d'interactions, Florent, je trouve. Avec les végétaux. Oui, Anthony. On m'a quand même retourné beaucoup de cartes. Je me suis fait pourrir le jeu. J'ai fini bon dernier. J'ai fait waouh. Mais vraiment. Ah bah oui, écoute, il fallait te venger. Oui, parce que entre séparer les mâles et les femelles, faire retourner les cartes, donc animaux en écosystème, ça te pourrit le truc complet. Ah oui. Ouais. Donc voilà. Mais c'est très chouette. C'était pas mal. Ouais. Moi, je trouve ça très beau, je trouve ça très simple à jouer, donc c'est du 8+, c'est très accessible et familial. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Oui, on a passé un bon moment. Donc c'est un chouette, joli petit jeu. Et oui, voilà, c'est ça que je voulais rajouter, c'est qu'il y a toujours un petit texte sur les cartes, c'est ça qui est intéressant, qui va venir un petit peu vous donner une petite information sur l'animal. Ces petits jeux éducatifs, c'est sympa pour ça. Ouais. Et des trucs très simples. Moi, j'aime bien. Voilà. Donc là, on voit par exemple la femelle peut porter jusqu'à 100 œufs sous elle jusqu'à l'éclosion. Ouais. Voilà, donc il y a toujours plein de petites phrases qui vont nous en dire un petit peu plus. C'est rapide à lire et c'est toujours intéressant. Est-ce qu'on pourrait pas rester avec des animaux ? Oui, tant qu'à faire. Mais là, on va rester avec des animaux qu'on a plus peut-être l'habitude de connaître. Des animaux domestiqués. Puisque c'est la farm. Hop là, je me suis trompé. Farmhand. Eh bien, c'est un jeu. C'est un jeu de pli. Déjà, un jeu de pli. Et c'est un jeu de pli dans lequel, thématiquement. Oui, on oublie très vite. C'est les animaux qui font un concours de cris à celui qui fera le plus de bruit. Voilà. Bon, voilà. Thématiquement,
on s'en fiche un peu, mais C'est les ça. illustrations sont toutes mignonnes. Ouais. C'est dommage qu'on n'ait pas de photos. On va vous montrer quelques cartes. Donc, ce qui est rigolo dans ce jeu, c'est que en fait, on a des cartes. Voilà, je vais vous montrer ça. Voilà la répartition de toutes les cartes. Donc, par exemple, on le voit ici, là, la carte rouge montagne, eh bien, il n'y en a qu'une seule dans tout le paquet, et c'est un 6. La orange, avec la feuille, il y a un 7 et un 2. La pâquerette, il y a un 7, un 4, 2, etc. Donc, les cartes sont distribuées en fonction de la manche. On ne distribue pas le même nombre de cartes. Première manche, on n'a qu'une seule carte. Deuxième manche, 2 cartes, etc. Jusqu'à la sixième manche, où en fonction du nombre de joueurs, on pourra avoir 6, 5 ou 4 cartes. Et dans beaucoup de jeux de pli, maintenant, on va faire un pari. C'est-à-dire qu'en fonction de la main de cartes que je vais recevoir, si par exemple je suis à la manche 3, je vais avoir 3 cartes. Donc je vais faire un pari en fonction de ma main de cartes, mais également de la main de cartes des autres, puisque je vais toujours voir en fait le dos des cartes. Je connais pas la valeur des cartes que mes adversaires ont en main, mais je connais la couleur. Donc je peux peut-être faire des déductions, notamment si par exemple j'ai cette carte là, eh bien je sais que dans le jeu il y a un 4, un 4 et un 7, eh bien si par exemple les autres joueurs ils ont aussi une carte orange pâquerette, ils vont pouvoir par déduction essayer de deviner ce que j'ai. Surtout dans les dernières manches. Surtout dans les dernières manches, oui, où là il y a beaucoup plus de cartes qui sont distribuées. Donc tout simplement, on va tous en même temps parier sur le nombre de plis qu'on va tenter de remporter. 0, 1, 2, 3. Et c'est du jeu de pli, donc du must follow, c'est-à-dire que un joueur va jouer une couleur, par exemple le bleu, donc il joue un 1. Et bien les autres joueurs, s'ils ont du bleu dans leur main, ils sont obligés de jouer du bleu. S'ils n'ont pas de bleu, et bien à ce moment-là, ils peuvent jouer une autre couleur. Il n'y a pas d'atout, puisque à la fin du pli, en fait, c'est la valeur, tout simplement la valeur la plus haute, qui remporte le pli. Même si t'as pissé. Voilà, oui. Mais c'est pas tout. C'est que si plusieurs personnes ont mis la même valeur de carte, admettons, moi j'ai joué celle-ci, un 7. J'ai dit, c'est bon, je suis tranquille, c'est la carte la plus forte, personne ne va venir m'embêter. Mais si un autre joueur, il joue un autre 7. Exprès pour me faire perdre. Par exemple, ça pourrait tout simplement être l'autre joueur qui a lui joué tout simplement un 2, parce que les deux 7, hop, ils sont annulés, et c'est l'autre carte qui remporte, par exemple, pour une partie à 3 joueurs. Et lui là qui a joué son 2, c'est lui qui va remporter le pli, puisque les deux autres 7, les valeurs identiques sont annulées. Mais c'est rigolo parce que vraisemblablement, en jouant en 2, tu ne le voulais pas ce pli-là, tant pis pour toi. Parce que les paris que tu fais, forcément, ce sont plus ou moins de points que tu vas remporter à la fin de la manche. Donc, points négatifs par les écarts. En fonction de ton pari. Ouais. Donc si tu réussis ton pari, tu marques le nombre de points égal à la manche en cours. Donc manche 1 point, manche jusqu'à la manche 6 points. Et si tu ne réussis pas ton pari, tu vas compter la différence entre ton pari et le nombre de plis que tu as réellement fait, et tu vas prendre des points négatifs. Voilà, donc il y a ce petit côté un peu sympa et marrant, bien taquin. Du fait de la répartition des cartes est connue de tous, et tu vas essayer plus ou moins de deviner en fonction des cartes qui ont été distribuées. Petite déduction légère, parfois c'est pas vraiment possible, mais voilà, une petite indication, et puis vraiment c'est là où tu prends plaisir à faire perdre en fait le pari des autres. Oui, voilà. Parce que si tu sais que toi tu as perdu ton pari, tu vas tout faire pour faire pourrir les autres. Mais vraiment. C'est chez Grail Game, distribué en français, édité en français par Matago. C'est un jeu de Craig Somerton et illustré par Samuel Bouvant. Voilà, donc si vous aimez les petits jeux de pli, alors à 2, non. Alors la règle à 2 joueurs n'est pas très très claire. Non, en plus. On a un petit peu fait à notre façon pour 2 joueurs, mais c'est pas ce qu'on peut vous recommander. On y a joué à 4, c'est quand même nettement plus sympa de jouer à 4. Voilà pour Farm End.
Et puis on peut rester avec le même éditeur, hein, Grail Game et Matago pour la version française, avec Tango. Eh bien Tango, c'est également un jeu de pli, c'est dans le même format que Farm End, mais là celui-ci il se joue exclusivement à 2 joueurs. Voilà, là c'est chouette. Et là ça marche mieux. Dans cette mécanique de pli, ce que j'aime beaucoup, qui a déjà été vu dans d'autres jeux de pli pour 2 joueurs, c'est qu'on va avoir une main de cartes visible et une main de cartes face cachée. Alors je sais pas si on peut le voir dans la mise en place. Pas vraiment. Pas vraiment. Bref. En fait, c'est tout simple. On va distribuer donc des cartes, 5 cartes en main, 5 cartes face cachée et 5 cartes face visible sur la table, qui sont par-dessus celles de cachée. À mon tour de jeu, un joueur va ouvrir le pli. Le joueur suivant, eh bien, il va devoir suivre à la couleur depuis sa main. Une fois que ça revient au premier joueur, il doit jouer une carte face visible qui est devant lui. Et le deuxième joueur va jouer une 4e carte, également face visible devant lui. Et c'est là où c'est malin parce que tu vas essayer de voir un petit peu ce que ton adversaire va jouer, en sachant que bien la main de carte face visible, tu sais exactement ce qu'il va pouvoir jouer ou pas. Ouais, ce qu'il sera obligé de jouer suivant que toi, comment tu vas initier le pli. Ouais. Et alors, il n'y a pas de pari, il n'y a pas de nombre de plis qui font gagner des points, mais ce sont là en fait les cartes qui ont des points en elles-mêmes. Oui. Alors, est-ce qu'on le voit? Et parfois des points négatifs. Et des points négatifs. Donc, par exemple, on le voit un petit peu ici, les 1 et les 2 vous feront rapporter 1 point. Les 8 vous feront gagner 1 point également. Par contre, les 9 et les 10, eh bien, ils vous feront perdre 1 point. Donc, si vous remportez un pli avec des 3, 4, 5, 6, 7, bah, ça vous rapportera rien du tout. Juste le point du pli. Juste le point du pli. Mais si vous remportez un pli avec un 1, un 2 ou un 8, ça vous fera 1 point supplémentaire. Attention, ben, les 9 et les 10 vous en feront perdre 1. Ouais. Voilà, alors qu'on gagne plus un pli avec justement bien des plus fortes valeurs, parce que ça va de 1 donc à 10. C'est assez tactique. C'est assez tactique, on additionne tout et puis on regarde qui remporte la manche. Ça se joue en 2 manches gagnantes. Ouais, exact. Voilà. Donc à partir du moment où un joueur a remporté une manche, il retourne un de ses jetons pour voir justement bien ce petit jeton rose. Dès qu'un joueur a retourné les 2, il a remporté tout simplement la partie. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Moi, j'aime beaucoup les jeux de pli déjà, et j'aime encore plus les jeux de pli avec justement les mains de cartes qui sont face cachée et face visible. Et puis après, on retourne encore celles et on retourne au fur et à mesure des cartes qui seraient restées face cachée une fois qu'elles sont libérées. Donc voilà, Tango, ça me fait un petit peu, je vais l'évoquer, ça me fait penser un petit peu à Sharuma aussi, où on va miser pour avoir sa propre main de cartes, mais qui est visible également. Et le diable, à chaque fois je le répète, mais le diable en bouteille également, qui a la version à 2 joueurs où vous avez cette espèce, l'œil en fait, qui représente une main de cartes face visible. Voilà, donc un jeu de pli pour 2 joueurs, et bien qui fonctionne très très bien. C'est un jeu de Brett Sims et David Harding, illustré par Eiko Günther. Et ça sort, c'est déjà sorti. Le 20 mars. Le 20 mars, ouais. On en a parlé avec Loli. Oui, oui. Locus. Oula, attention. Pépite. Ouais, on a trouvé ça génial. Ouais. On s'est vraiment amusé avec ce jeu-là. Je me suis éclaté. Ouais. Locus, qu'est-ce que c'est? C'est un flip and write qui pourrait être un petit peu le cousin éloigné de Tréfuté. Oui. En fait, au lieu de lancer des dés, en fait, tu vas flipper des cartes. Si tu joues à 2, tu vas flipper 3 cartes. Toujours une carte de plus en fonction du nombre de joueurs. Le premier joueur va choisir une carte, le deuxième va en choisir une autre, etc. Et on va marquer... Ah oui, par rapport aux dés, ou par rapport au choix, c'est ça? Oui, et par rapport aux zones aussi. Oui. Puisque ces cartes-là, en fait, eh bien, ce sont des cartes avec des polyomino de couleurs. Donc cette carte-là, le petit L jaune, eh bien, si je choisis cette carte, je vais aller dans ma zone jaune pour faire représenter en fait cette forme-là. Pour cocher en fait les cases ça va être donc de cette forme. De cocher cette forme-là dans la zone jaune pour marquer des points. Chaque zone va avoir donc
un scoring différent, et il y a plein de combos et de bonus à gagner. Par exemple, si je coche une pièce, je vais pouvoir les dépenser, les pièces par la suite pour recocher des cases, pour choisir une autre forme. Mais donc chaque zone a des scorings différents. Le jaune, il faut faire des lignes. Les rouges, il faut remplir des espèces de formes. Le violet, il faut connecter les cases qu'on voit un petit peu entourées en gras. Le jaune, on va essayer de faire des petits serpents, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire comme dans un labyrinthe pour retrouver la sortie. Et le bleu, eh bien, il va falloir essayer de monter le plus haut possible. Voilà. En fait, c'est vraiment très très bon. C'est trop bien. On a vraiment trouvé ça génial. C'est ultra simple, ultra accessible. Tu peux partir un petit peu dans toutes les directions pour faire ta stratégie. Vraiment, c'est ça combotte de partout, donc c'est hyper agréable. C'est un espèce de tréfuté, mais au lieu de cartes, au lieu de dés, ce sont des cartes. Oui, au lieu de chiffres. C'est des formes. C'est des polyomino. Non, ça c'est vraiment génial. Franchement, vraiment très bien. On a adoré, Locus. J'étais très étonné parce que ça semblait un peu aride cette feuille. Pas super sexy, et puis au final tu te prends en jeu. Pour un flip and write de ce genre-là, il n'y a pas besoin que ce soit super thématisé, comme le tréfuté. Ce tréfuté, c'est excellentissime. C'est pas très beau là. Il n'y a pas besoin que ce soit thématisé, voilà. Là, c'est pareil. C'est super. C'est un jeu donc édité par Tucker's Fun Factory et Wise Wizard Game, et c'est un jeu de Stan Van Rooijen. Et on n'a pas d'illustrateur graphiste. Il y aurait pu avoir un graphiste. Oui, il doit être noté dans la règle, dans les crédits, j'imagine. Voilà donc Locus, ça voilà. Les roll and write ou les flip and write à la tréfutée, si vous aimez ça, vous pouvez aller sur Locus, vous aurez des sensations très proches et ça va vraiment vous éclater. Enfin, nous, en tout cas, c'est ce qu'on a ressenti. Coucou Antares. Et salut, bienvenue. Alors, vous connaissez déjà tous Acropolis, c'est sûr, vous avez déjà joué, et on adore, et vous adorez aussi. Si vous n'aimez pas Acropolis, c'est bien dommage. Pas possible. Nous, en tout cas, voilà, on a été convaincus direct par Acropolis. Il y a eu une première extension, Athéna, sur laquelle on a un peu moins joué. Oui, alors que c'est plutôt c'est pas mal, mais c'est vrai que on n'y a pas spécialement trop rejoué. Et bien voilà que arrive Panthéon, la seconde extension pour Acropolis, qui lui, alors là, le Panthéon, c'est pareil, génial. Moi j'ai adoré, peut-être toi un petit peu moins. Bon, moi j'ai trouvé ça excellent. Ce qui va changer principalement dans Panthéon pour Acropolis, eh bien c'est que le jeu va devenir coop. Oui, ça c'est chouette. On va construire chacun sa propre cité, à la façon du Acropolis classique, avec les mêmes règles. Mais en plus de ça, eh bien, on va construire une capitale au centre de la table qui va être commune en fait à l'ensemble des joueurs. Et c'est uniquement la capitale qui va marquer les points. Et il y a un système, bien tout simplement, de barème en fonction du scoring qu'on a fait. Soit on réussit ou on réussit plus ou moins en fonction de chaque petit scénario. J'ai trouvé ça très très bon puisqu'il y a cette espèce de dialogue en fait qui va s'instaurer entre les joueurs pour dire oui, il faut faire ci, il faut faire ça parce qu'on a des défis architecturaux, c'est des espèces de petites missions comme on peut le voir ici par exemple. À faire dans sa ville. Il faut que ces missions-là, ces défis architecturaux, il faut qu'ils soient réalisés dans notre propre cité. Quand on va réaliser ce défi architectural, eh bien, on va pouvoir aller poser un petit hôtel. C'est un jeton, je sais pas si voilà, comme ça. On va pouvoir aller le poser, eh bien, sur une place de la capitale. Oui. Et alors, ce qui est vraiment excellent, c'est cette espèce de tiraillement qu'il y a entre réaliser des défis architecturaux dans notre propre cité, mais également aller construire la capitale afin de valider des points et poser ces fameux hôtels. Valider les places, en fait. Parce qu'en fait, ces hôtels qu'on a ici, on va pouvoir les positionner uniquement sur les places. Vous savez, c'est là où il y a les petites étoiles. C'est ça, une place, vous voyez. Donc, si j'ai pas de place et que je réalise un défi architectural, dommage. Eh ben, je ne pourrai pas poser l'hôtel.
Donc là, voilà, par exemple, c'est ce que j'ai. Est-ce que là on voit? Oui, par exemple, là je n'ai pas de place pour les temples, les violets. Bon, il y en a 2 qui ont été placés déjà. Mais si par exemple je valide un défi architectural violet qui sont ici Bah, tu le fais pas. et que je n'ai pas de place ici, bah oui, c'est dommage. Non, mais tu le fais On pas. peut pas le valider. Oui, c'est une question de timing. On Mais va je vraiment réponds, essayer de gérer voilà le timing, le tempo entre nos propres cités en fonction de ben toi tu es plus parti là-dessus, essaye de faire ce défi-là pour essayer de valider celui-là. Moi je vais essayer de te mettre une place dans la capitale pour que tu puisses le valider et mettre un hôtel. Enfin vraiment, j'ai trouvé ça vraiment très très bon. Et je réponds à Hickok, hein, Ouais. et non, on ne peut pas jouer avec l'extension Athena. De facto, c'est pas possible en fait. Ça ne se mixe pas du tout. Non, non. Parce que là, il y a vraiment notre petite cité, mais qui va rester assez petite, puisque forcément, il faut alimenter la capitale de les tuiles qu'on a en main. Donc, alors, oui, parce il va falloir voir qu'est-ce qu'on met dans notre ville pour faire tout ce qui est justement les défis architecturaux et comment on va alimenter cette cité. Et l'alimenter, attention, ça coûte de la pierre. Oui. C'est hyper tendu. C'est très, très, très tendu. Cette gestion de la pierre. Waouh. Et c'est toute justement la discussion qui va se créer au fur et à mesure de la partie entre les joueurs, qui va vraiment rendre ça super intéressant. Et on joue avec toutes les tuiles. On joue avec toutes les tuiles, peu importe le nombre de joueurs, et il va pas y avoir ce marché où on va se servir. On va toujours avoir 3 tuiles en main, évidemment qu'on ne peut pas se montrer, mais on peut discuter. Quel gros dilemme. On a toujours 3 tuiles en main. On va jouer une tuile soit dans notre propre cité, qui, je le rappelle, ne marquera aucun point, peu importe, en fait. C'est notre cité, c'est uniquement pour réaliser les défis architecturaux. Et puis pour écraser aussi des carrières pour avoir les pierres. Puisque quand je vais jouer une tuile dans la capitale, il va falloir que je dépense une pierre. C'est le prix du transport. Robin, tu peux récupérer des pierres dans la capitale aussi. Je peux récupérer des pierres dans la capitale. Je peux également donner des pierres à mes partenaires. Si je donne une pierre, il va falloir que je paye une taxe. Donc je donne une pierre, mais je paye une autre pierre à la réserve. Si je donne 2 pierres, je vais devoir donner 2 pierres à la réserve. Donc voilà, ça c'est utilisé aussi, mais c'est plutôt c'est super bien foutu. Alors moi je trouve ça effectivement très très brillant. Ça renouvelle complètement le jeu. C'est pratiquement un autre jeu. Après, moi, ce que j'aime bien, ce que j'aime un peu moins, c'est il y a quand même un petit effet leader. Il y a quand même moi, j'ai pas trouvé. Moi, j'ai trouvé absolument parce que il y a quand même quelqu'un qui va dire, bon, va falloir faire ci, va falloir faire ça. Et puis, bon, toi, ça serait bien que tu joues sur les temps. Moi, je l'ai senti un petit peu. Je l'ai quand même senti un petit peu. Alors. Ok. Bah, c'était pas toi, du coup, le leader. Alors. Non, c'était pas moi le leader, mais moi, je l'ai senti un petit peu comme ça. Non, mais toi, Julien, vous étiez tellement motivé. Ouais, on était à fond dedans. Et vous étiez à fond. Moi, j'étais pas extérieur, mais alors, ça serait bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse ça, que l'autre il fasse ça. C'est le principe du jeu coop. Ah oui. Mais moi, je me sentais quand même un peu trop. Oh, mon pauvre. Pas bridé, mais un peu coaché, tu vois. Oh, bah oui, mais il faut prendre des décisions, il faut y aller, un jeu coop, il faut... Bah oui. Voilà. Mais il y a un petit peu d'effet leader parfois qui me dérange un peu. Moi, j'ai pas trouvé. Voilà, mais alors après, j'ai passé une bonne partie. Alors peut-être que j'ai pas trouvé qu'il y avait d'effet leader parce que peut-être justement c'était un peu moi qui... Ben peut-être. Ouais, bon. Voilà. Ok. C'est bien que tu me dises ça en live devant tout le monde. Ben voilà. Donc Acropolis Panthéon, c'est toujours chez Gigamix, c'est toujours Jules Messot qu'on embrasse, c'est Pauline Détraz aux illustrations. Avec un mode solo à partir de 8 ans, des parties d'environ 25 minutes. Alors là, pas d'effet leader pour le coup. Pas d'effet leader avec Koi puisque c'est pas du tout coop. On va chacun faire son propre bassin de carpe Koi. Donc, personne qui m'embête. Et si, un peu quoi. Quoique un petit peu parce que il y a cette espèce de course un petit peu aux objectifs. Bien sûr. Et aux cartes. Alors, Koi, si vous connaissez déjà Banzai, qui était à la base sorti chez Gigamic et qui est ressorti chez Ravensburger, eh bien maintenant Koi, chez Ravensburger, va reprendre un petit peu les mêmes mécaniques et un petit peu les mêmes sensations. Plutôt que de faire pousser un bonsaï avec ses petites tuiles hexagonales, eh bien on va créer notre étang pour y accueillir des carpe Koi. Il y a toujours cette espèce de petit
marché aux cartes ici, là, dans lequel on va pouvoir aller se servir, qui va nous permettre également de récupérer des ressources, donc soit des pièces, soit des petits hexagones d'eau. Et les cartes là, eh bien, ce sont pareil, soit des artisans qui vont nous permettre de travailler, soit eh bien d'autres ressources. Donc je vais stocker eh bien ces ressources là sur ma petite zone de stockage qui est limitée, que je vais pouvoir augmenter par la suite. Et je vais mettre tous mes artisans sur ce côté là, un petit peu à la façon de bonsaï en fait. Hein. Vous avez un côté les améliorations et de l'autre côté le stock. Donc à mon tour, soit je vais prendre une carte et je vais collecter les ressources associées ou les petits effets des fois, ou alors je peux aller travailler, et travailler tout simplement, eh bien, je vais pouvoir bien poser des tuiles que j'ai dans mon stock, des tuiles eau, des tuiles feuillage, qui vont peut-être pouvoir accueillir des nénuphars par la suite. Je vais pouvoir également poser des rivages avec des lanternes, comme on le voit peut-être ici. Je vais pouvoir également, et surtout, eh bien, poser des carpes. Je vais pouvoir également les déplacer aussi si je le souhaite. Oui. Il y a des actions qui permettent de déplacer. À chaque mise en place de partie, il va toujours y avoir 3 objectifs qui vont être toujours différents. Il y a quand même pas mal d'objectifs hein, dans le jeu. Oui, il y a un gros renouvellement d'objectifs. Ouais, avec donc toutes ces tuiles. Donc là, on voit par exemple, il y a une statue de Bouddha, il y a un chemin de pierre. Il y a ce pont japonais. Là, il y a le sol pleureur. J'imagine que celui-ci, c'est la tortue. Là, ils ont mixé plein là, ils ont mis pas mal de trucs. Là. Alors qu'il y en a que 3. Là, il y a les branches, voilà. Par partie. Donc, déjà, le matériel est superbe puisque les tuiles sont en acrylique transparente qui vont vraiment faire un effet 3D comme ça. C'est très, très joli. Bon, là, pour le coup, ça rend peut-être un peu moins. Voilà. Déjà, c'est beaucoup plus beau, là. Ouais, voilà à quoi pourrait ressembler par exemple une mare. Alors là, c'est très en cercle, très rond. Alors qu'en fait, bien, hein, vous allez construire en fait le bassin de la forme dont vous souhaitez. Vous allez essayer pour ça bien de faire le meilleur bassin pour avoir le plus de points, puisque les poissons, c'est des poissons de 1, 2 ou 3 hexagones qui vont donc prendre plus ou moins de place, mais il faut pas négliger également les objectifs. Les objectifs, qui vont être vraiment tous différents. Donc ça va vous demander de vous adapter en fonction de ce que vous allez avoir comme carte, avoir comme ressources et comme objectif en début de partie. Oui, les objectifs, c'est surtout les poissons, hein, les points, puisque c'est plus ou moins de points. En fonction de la taille du poisson. Au niveau de la taille du poisson, augmenter d'1 ou 2 points si on met des nénuphars à côté. Et le multiplier par 2 si le poisson est complètement entouré de tuiles d'eau. Ouais. Donc ça score énormément, les poissons. Puis bien sûr, on a les cartes dans la rivière qui sont... Il y a aussi des cartes parchemin qui sont autant de points. Voilà. Là, par exemple, celle-ci, ça nous fera marquer 2 points par lanterne ou 2 points par nénuphar. Et puis, effectivement, les gros objectifs qui sont communs et qui sont limités. Hein. Je sais pas si donc là, c'est la course aux objectifs, les gars. Eh oui. Eh oui. Là, voilà, la photo, c'est vraiment une photo de présentation parce qu'il n'y a pas autant de trucs. Hein. Il n'y a pas tout ça là. On en choisit 3 pour le début de partie. Alors bon, moi, c'est pas mal. J'aime bien. Mais je suis pas non plus enchanté. Alors que toi, oui, moi, j'adore. J'adore. Toi, tu es resté un peu plus en retrait. Mais oui, parce que tu t'es pas ennuyé, mais non, je me suis pas du tout ennuyé. Pas loin. Non, mais parce que en fait, ce qui me gêne dans ce jeu-là, et comme dans Banzai, en fait, c'est la frustration de pas faire tout ce que je veux. En fait, il y a tellement de trucs, t'aimerais faire. Bah oui, mais il faut choisir en fait. Soit je récolte des trucs, des artisans. Des artisans avec une carte et des ressources, de l'eau, des feuillages, etc. Soit tu bosses. Ou soit tu travailles pour les poser. Et tu voudrais, moi je voudrais faire tout et beaucoup plus de choses. Et en fait, on peut pas. Il y a toute une question de timing là dans le jeu. Mais moi j'ai beaucoup aimé. Je trouve ça très zen. Même s'il y a cette course, cette tension là, l'objectif, qui est très très forte quand même. Premier arrivé, premier servi. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Ah oui, non. Bah après, voilà. Et puis, on peut pas tous les faire. Et puis, on peut se piquer les cartes qui nous intéressent dans la rivière. Eh oui, voilà, premier arrivé, premier servi, effectivement, comme tu dis. C'est-à-dire qu'il y a une carte qui t'intéresse, mais peut-être qu'elle intéressera quelqu'un d'autre. Voilà, bon. Et
Alors, Antares, tu nous dis que tu as beaucoup aimé Koi et que tu l'as préféré à Banzai. Ah qu'il oui, est très moi, beau. Il est très beau. je préfère autant Koi que Banzai. Et en fait, c'est un Banzai plus oui. plus. Ah oui. Parce que Banzai était Mais quand même relativement assez c'est plus simple. intéressant. Celui-ci, il est un cran supérieur au niveau de la stratégie et du jeu, en fait. Même de la rejouabilité, je trouve. Ah oui. Carrément. Ah oui, parce que là, tu as tous les objectifs qui vont être vraiment différents à chaque fois. Il y en a 3, donc tu n'auras jamais 3 fois les mêmes objectifs dans ta partie. Donc c'est vraiment des trucs complètement différents qui vont te faire vraiment des bassins complètement différents déjà, ne serait-ce que entre les joueurs. Oui. Et en fonction des objectifs. Sur des choses complètement différentes. Ouais. Hop. Donc un 4 joueurs à partir de 10 ans, des parties d'environ 45 minutes. C'est sorti la semaine dernière. C'est un jeu donc chez Ravensburger, édité à la base par DV Jochi. Je sais pas si on dit comme ça. C'est un jeu de Martino Ciacciera et Massimo Borzi, Rosaria Battiato et illustré par Emiliano Castellano. Alors si c'est avec ça, c'est pas un jeu italien. Eh ben si. Un jeu italien avec une inspiration japonaise. Oui. Voilà pour Koi. Bon alors là, on change carrément d'univers. Change d'univers. Ouais. Oh là, c'est la baston. Ah, c'est plus zen. Hein. Non, là c'est plus zen, zen du tout. Du tout. DC Comics Deck Building Game Injustice. Ouais. C'était chouette aussi. Oh, ça c'est génial. Moi j'ai trouvé ça excellent. Le deck building, on n'a rien lâché. C'est une mécanique qu'on aime tous les deux. On adore, par exemple, si je vous cite Ascension, si je vous cite comment il s'appelle? Lequel? Shards of Infinity. Ah oui. Voilà. Oui. Ça c'est 2 deck building qu'on trouve ça vraiment très très bon. Eh bien, Injustice, c'est pas réellement une nouveauté. Alors, Injustice, c'est une nouveauté, mais le deck building game DC Comics, c'est pas une nouveauté. Il y a plusieurs boîtes qui existent avant. Donc ça, c'est un standalone extension. Et c'est vraiment très 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 bon. Ça reprend un petit peu la mécanique épurée du deck building, vraiment très fluide et rapide et nerveux que Ascension. C'est-à-dire que vous allez avoir une rivière de cartes et vous allez avoir des cartes qui vont être fixes. Sauf que là, la différence, c'est que en fait, eh bien, on va se mettre sur la figure. Tataner, hein. Oui. On va se combattre pour réduire les points de son adversaire à 0. Voilà, comme dans Shards of Infinity, ouais. À 0, c'est surtout mettre l'autre KO parce que... Alors, on va mettre son adversaire avec les points de vie à 0. Ça va le rendre KO. Mais tu récupères tous tes points et tu recommences. Mais en fait, tu as des jetons KO. Au bout d'un moment, quand tu as trop de jetons KO, eh bien, la partie est finie. Et c'est un compteur de points aussi. Il y a un compteur de points. C'est jetons KO, justement. Voilà, puisque les points, ce seront les cartes qu'on aura accumulées au fur et à mesure de la partie. Oui, alors le thème, voilà, c'est des DC Comics. Alors, c'est dans la période des DC Comics où Lois Lane a été tuée. Et Superman pète les plombs. Alors, je sais pas si vous connaissez un petit peu l'univers du DC Comics. Donc, Superman pète les plombs. Et donc, en fait, eh bien, c'est un petit peu Batman versus Superman qui s'affrontent. Mais là, dans ce jeu-là, il y a pas vraiment cette sensation de Batman contre Superman. Non. En fait, c'est vraiment un joueur contre l'autre. On va jouer des cartes dans on incarne des super vilains ou on incarne des super héros à sa guise. En fait. Au choix. Ouais. Dans cet univers qui est un peu bizarre, là où tout est mêlé, les anciens alliés. Enfin, les anciens ennemis sont des alliés, tout le monde a pété un câble, voilà, c'est rigolo. Et les illustrations, on adore, parce que c'est vraiment les illustrations qui se rapprochent très très proches des comics en fait. Hein. Alors, je ne suis pas spécialiste, si vous le savez vous de votre côté, n'hésitez pas à le marquer en commentaire. Au niveau des illustrateurs, donc c'est Beth et Wilby. Est-ce que ce sont des illustrateurs qui également illustrent des comics, des vrais comics, on va dire? Eh bien, à vous de me le dire. Sinon, c'est un jeu de Nathaniel Yamaguchi, qui est donc l'auteur de toutes les boîtes de Deck Building Game DC Comics. Moi, ce que j'aime bien, c'est chez Don't Panic Game en français. Sinon, c'est Cryptozoic Entertainment. Ouais, ce que j'aime bien
c'est la facilité en fait Mm. du deck building. C'est très rapide, c'est très nerveux, c'est très simple. Les Il y a pas pouvoirs de, sont très simples ouais. à comprendre. Tu te poses pas 10 000 questions de Non. savoir, attends, avec un lexique particulier. Il y a un petit lexique, mais soit tu attaques, soit tu défends, Très soit tu simple. prends des points de puissance. Très simple. Voilà, c'est très simple. Les points de puissance vont te servir à acheter des cartes ou à combattre un super vilain qui est mis en jeu. Comme dans Ascension, c'est très simple. Et l'attaque, eh bien tout simplement, tu vas aller attaquer d'un certain nombre de points ton adversaire, et tu peux également jouer des cartes défense pour défendre ses attaques. C'est très très bien. Mais il y a beaucoup de... faut créer quand même son deck. Ah oui, c'est du deck building, oui. Faut créer son deck parce qu'il y a quand même... tu vas l'amener dans un sens par rapport au héros. C'est ça qui est intéressant. Au héros, Oui. ou au super vilain que tu incarnes. Parce qu'il y a un petit, alors très léger côté asymétrique, Oui, avec il y a un côté asymétrique un super vilain ou un super héros que tu choisis en début de partie. Et qui va bien comboter avec certains éléments du jeu. Voilà, donc moi par exemple sur les 2 parties qu'on a faites, à chaque fois j'ai joué avec Green Hour, qui lui joue pas mal avec l'équipement. Donc il va falloir que j'ai beaucoup de cartes équipement, parce qu'il y a des cartes équipement, des cartes super pouvoirs, des cartes vilains, des cartes héros. Donc je jouais plus avec les équipements, alors que toi ton personnage... Yellow Lantern, il joue beaucoup avec les héros. Les héros, voilà. Donc, à chaque fois que vous allez faire ci, ça va vous donner ce pouvoir-là, et etc. ça combote bien. Il va falloir essayer de bien comboter les cartes entre elles. Là, quand elles tombent là au bon moment, c'est hyper satisfaisant. Ouais, c'est vraiment un deck building qui promet, qui a beaucoup de combos à faire, et vraiment en fait, c'est du vrai deck building. Tu vas peut-être choisir des cartes qui vont paraître bizarres à l'autre joueur, parce que tu dis, mais pourquoi tu prends pas celle-là, elle est super puissante. Oui, mais moi, si je prends celle-ci, elle sera encore plus puissante que si je prends celle-ci, qui à la base est plus puissante. C'est vraiment ça qui est intéressant. C'est vraiment ce côté un petit peu asymétrique avec du deck building et de l'affrontement, en fait. Voilà, c'est vraiment essayer de réduire ses points de vie de son adversaire à 0. Donc avec ces illustrations superbes qu'on adore des comics, avec tous les héros et les vilains de cet univers qu'on connaît plus ou moins. Il y a certains personnages qu'on connaît peut-être un petit peu moins si on n'est pas des lecteurs assidus de DC Comics, mais voilà, on prend vraiment plaisir à regarder ces illustrations et à lire les textes des cartes. Donc on a un deck de base, avec des cartes plus ou moins faibles, qui sont pas très très fortes, mais justement c'est le principe du deck building. Voilà. On va épurer un maximum. Donc il y a plusieurs modes de jeu. On peut faire des versions, des parties courtes, des parties un peu plus longues. Il y a des versions avancées où on va pouvoir jouer avec des espèces de lieux, des arènes qui vont encore un petit peu venir modifier le gameplay. Et il y a un mode, on va dire hardcore, avec des cartes clash qui vont venir encore plus rendre le jeu complètement chaotique. Mais ouais. On les voit les cartes là. Ah oui. Mais c'est vraiment génial. Vraiment, si vous aimez Ascension et que l'univers vous parle peut-être pas trop, et bien si vous aimez le DC Comics ou en tout cas les univers un petit peu de super-héros, que vous aimez Ascension, vous pouvez y aller les yeux fermés, parce que vous allez pas être dépaysé, mais suffisamment pour que ça que ça propose autre chose que le deck building de Ascension ou Shadows Infinity. Oui, et puis nous, on aime bien quand il faut se tataner un peu. Oui, et puis on aime bien l'univers. C'est pour ça aussi. Ouais. Voilà pour DC Comics Deck Building Game avec la version Injustice. Et il existe pas mal d'autres boîtes. Et malheureusement, j'ai bien envie d'avoir toutes les boîtes maintenant. Mais oui. Parce que c'est vraiment... Mais je le savais, je le savais qu'il fallait pas que je tombe dedans. Je le savais. Mais oui, c'est dommage qu'il soit si bien. Allez, c'était donc Deck Building Game Injustice. Coucou Sophie. Hello, bienvenue, coucou. Et est-ce qu'on resterait pas avec des super-héros ? Ouais, parce qu'on avait envie. Et parce qu'on adore les super-héros. Ouais, voilà, vous avez bien compris. Marvel Dice Throne avec l'édition X-Men, avec cette boîte-là, Iceberg, Psylocke, Tornade et Wolverine. Mais on l'avait déjà présenté. Oui, on l'avait déjà présenté, mais on y a rejoué avec d'autres personnages. Oui. On a fait d'autres combinaisons. Ouais. Et moi, ça y est, je crois que j'ai mon petit faible, là. Moi aussi. Oui. Ah oui, quand même. Est-ce que t'as deviné Ah, celui que
que je préfère, au final. Et... On n'en a pas reparlé après. Non, mais c'est vrai. Ouais. Ben, on fait le débrief maintenant. En fait. Oui, on va faire le débrief. Vous assistez en fait à notre débrief ludique, mais à notre propre débrief. Des fois, on n'en parle pas après. Mais je sais que t'aimes bien Tornade, mais ta partie avec Wolverine, t'as quand même un petit peu plus géré. Oui, ben voilà. Moi, j'ai préféré jouer avec Wolverine. Ouais. Et moi, Au final, c'est mon personnage préféré. Tu vois, des 4. Je trouve que c'est intéressant. Psylocke, elle est bien quand même. Hein. Ouais. Tu vois. Moi, je l'aime bien. Tu vois, j'étais plus parti moi sur Tornade. Ou Iceberg. Alors en fait, on choisit notre personnage en fonction de nos goûts des personnages qu'on aime déjà parce que moi, j'adore dans Tornade, l'univers. Et moi, je trouve que le personnage justement, donc dans cette boîte-là, Psylocke, je suis plus attiré par ce personnage. Il est bien aussi, son gameplay est bien. Oui, mais alors Psylocke contre Tornade, je me suis pris une raclée en fait en jouant Psylocke. Ouais. Mais Iceberg, il est beaucoup trop fort, c'est beaucoup trop cheaté Iceberg. Et j'adore. Et du coup, maintenant, alors, on va changer, les personnages parce qu'on va pas toujours jouer avec les mêmes. C'est le principe des Marvel Dice Throne. Enfin, des Dice Throne tout simplement. Ouais. Mais moi, tu vois, Wolverine, moi j'aime beaucoup parce que j'aime bien les personnages quand ils peuvent se soigner. Ouais. C'est ça, je trouve que la gestion entre soit l'attaque, soit je me soigne, ça c'est hyper intéressant. Et en fait, je me rends compte que c'est ça que j'aime. Tu vois, dans les Dice Throne, les personnages qui permettent ça. De se soigner. Oui, parce que ceux avec lesquels tu ne peux jamais te soigner, qui ne font que attaquer, au final, ça me plaît moins. Ouais. J'aime bien cette gestion et la capacité de pouvoir se régénérer. Ça, c'est parce qu'autrement, il y en a, ils sont beaucoup trop forts. Si tu peux pas te soigner, t'es mal. Des fois, c'est compliqué. Ouais. Et bon, Tornade, c'est vrai que avec tu peux charger en fait des pouvoirs, des actions. Tes actions pour qu'elles soient encore plus puissantes. C'est quand même pas mal. Bon, alors, on vous explique pas non plus ce que c'est que Dice Throne. Vous lancez vos dés, vous essayez de faire des combinaisons pour bien réduire les points de vie de votre adversaire à 0. Voilà. Vous utilisez des cartes, vous utilisez vos points de charge pour pouvoir utiliser ces cartes et réaliser des combinaisons de dés à la façon d'un petit peu d'un Yams. Oui, d'un Yams. Avec des illustrations au top. Les dés sont magnifiques. C'est magnifique. Et voilà. Ce Dice Throne peut se mixer avec n'importe quel autre Dice Throne, même le Dice Throne Adventure, qui est le jeu, le coop. Vous pouvez choisir un personnage et jouer avec un Dice Throne de la saison 1, de la saison 2, des Marvel, des X-Men, des autres. Vous faites ce que vous voulez. Et ça, c'est génial puisque ça marche à tous les coups. Est-ce que c'est équilibré en fonction des personnages? Peut-être pas. Peut-être pas. Il faut choisir. Il faut tester des combinaisons. Voilà. Dans ce qui est intéressant, alors peut-être pour Iceberg, ce qui est marrant, c'est que lui va pouvoir accumuler des jetons éclats de glace pour avoir un effet glissade. Non, mais la glissade, c'est hyper cheaté. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous allez faire une combinaison, vous allez pouvoir utiliser un jeton glissade pour automatiquement, faire une deuxième attaque. Peu importe la combinaison de dés que vous avez fait, paf. Si j'ai fait l'attaque engelure, si je dépasse un jeton glissade, paf, je peux faire cette attaque-là. 100 francs. Gratos. Ouais. C'est pas mal. Oui, pareil pour toutes les cartes qui ont cette espèce d'arborescence, en tout cas, qui vont permettre donc justement de faire des effets de glissade. D'où la capacité de régénération de Wolverine qui peut être pas mal. Donc Psylocke, elle va avoir un dé supplémentaire. Oui. Ce dé-là va lui permettre donc soit de faire un dé bonus, c'est-à-dire de l'ajouter pour faire par exemple les suites, c'est plutôt pas mal. Soit de rajouter des dégâts, ou alors de des fois de se soigner. Oui. Voilà. C'est pas souvent, mais d'avoir un dé supplémentaire, c'est plutôt très, pas mal. Ouais. Tornade, on l'a dit, elle va accumuler des jetons charge qu'elle va pouvoir poser sur ces combinaisons pour
encore plus mettre de dégâts. Voilà, grossièrement c'est ça. Elle va même pouvoir utiliser des dés de l'adversaire. Oui, les dés de ses adversaires. Wow. Avec ce jeton-là, Ouais, justement, le justement, tornade, la elle va tornade. prendre des dés et puis elle va lancer une pelletée de dés en fait. Et ça, pour faire les grandes suites et ouais. les petites suites, c'est pas trop mal. Parce que c'est justement, on le voit ici, eh bien, il va falloir qu'elle fasse une grande suite de 6 dés, en sachant que à la base, on n'a que 5 dés. Voilà. Donc, et là, ça fait un max de dégâts. En piquant des dés à ceux adversaires, ça va permettre de faire ces grandes suites. Donc pareil, toujours, vous avez ces cartes que vous allez pouvoir dépenser des points de combat pour améliorer vos attaques et vos défenses, justement en posant des cartes. Et Wolverine, c'est que lui, il va pouvoir également aller récupérer des cartes, il me semble, non ? Non, il a le jeton Alpha, en fait. Alpha qui va t'empêcher potentiellement d'avoir une phase, en fait, de revenu. Oui. Voilà. Et puis après, je peux accumuler des jetons de rage, en fait. Voilà, qui te donnent plus de dégâts. Oui, voilà, ouais, ça va améliorer aussi également ses actions. Mais Wolverine, au final, c'est peut-être le plus simple. Le plus simple. Mais tu vois, moi j'aime bien. Alors, voilà, j'aime bien quand c'est peut-être un peu moins complexe. On le voit là que Wolverine, c'est difficulté numéro 2. Mais alors que Psylocke, c'est numéro 3. Et Iceberg et Tornade, c'est des numéro 4. C'est un degré de difficulté. Pas pour jouer. Bon. Si vous connaissez Dice Throne, vous pouvez jouer avec un 4, même voire avec un 5 ou un 6, mais... Et voilà, mais moi j'aime bien son côté brut. C'est pas ça. En tout cas, c'est pas un côté déséquilibre. C'est pas parce que vous allez jouer avec un niveau 2 et un niveau 4 que la partie va être déséquilibrée. C'est en fonction de comment, justement, on va devoir gérer son personnage. Voilà. C'est pas ça qui va faire l'équilibrage de jouer un niveau 2 ou un niveau 4, etc. Voilà donc pour cette chouette boîte de Dice Throne X-Men Marvel avec Iceberg, Psylocke, Tornade et Wolverine. C'est chez Lucky Duck en français, sinon c'est Roxley Games. C'est un jeu de Gavan Brown, Manny Tremblay, Ned Châtelier et illustré par Damien Manoliti. Et il me semble que si je dis voilà, c'est illustré aussi par Manny Tremblay. Oui. Et c'est distribué en français par Néoludis. Ouais, très chouette. C'est toujours bien. Et alors. Il y a une autre boîte de Marvel Dice Throne avec les autres personnages. Est-ce qu'on le voit ? C'est peut-être une des seules boîtes qu'on n'a pas d'ailleurs. Ouais, parce qu'on les voit. Non, ils sont là-haut. Ouais, ils sont un peu plus haut dans la ludothèque. Oui. Je voulais le nommer, voilà. Il y a les Marvel aussi, mais voilà, c'est celui-là. Ouais. Donc Cyclope, Gambit, Malicia et Jean Grey pour les X-Men. Ouais, ça donne envie quand même. Ouais, vraiment. Oui. On en a tellement que on va se calmer. Il y a des combinaisons, mais à l'infini en fait. Tu peux pas jouer avec tous les personnages en fait. Enfin, tu peux jouer avec tous les personnages, mais c'est waouh. Deadpool, j'aimerais bien l'avoir aussi. Et les Marvel aussi. Ouais, surtout pour Scarlet Witch. Oui, c'est moi qui joue Scarlet Witch. Mince. Voilà, bah oui, on a même. Le Père Noël contre Krampus. Krampus, on le joue qu'à Noël. Ouais. Voilà. Moi, c'est le Père Noël, toi, c'est le véritable Krampus. Krampus, ouais. Et voilà, hop. Eh bien oui, c'est fini. Eh bien on a fini. Eh bien voilà. On a fini le débrief ludique. Alors avant de partir, on va faire le petit débrief du débrief très rapidement. Donc on vient de vous parler de Marvel Dice Throne, Iceberg, Psylocke, Tornade et Wolverine, dans lequel on reprend le même principe du Dice Throne, sauf qu'on a toujours des petits twists en fonction des personnages qu'on va choisir, avec toujours des super-héros DC Comics, Deck Building Game, Injustice, qui pour moi est un petit peu la révélation parce que je ne connaissais pas les autres boîtes de cette gamme-là. Avec Injustice, bam, on est sur du deck building pur et dur et de l'affrontement. C'est c'est génial. On se calme un petit peu avec Koi, oui, on fait un petit peu plus zen, puisqu'on construit au fur et à mesure de la partie notre étang pour accueillir des carpes Koi, c'est zen. Acropolis, Panthéon, là c'est ensemble qu'on va construire une capitale en coop pour marquer le plus de points possible. Génial. Très bon coop. Ouais. Locus, Flip and Write, qui va être un petit peu le cousin éloigné de Tréfuté. Au lieu de lancer des dés, on va flipper des cartes. Au lieu de mettre des valeurs, on va mettre des formes de polyomino. Ouais.
Excellent. Trop bien. Tango, à 2 joueurs, on danse. Mhm. Mais c'est pas coop, c'est un compétitif et c'est un jeu de pli qui fonctionne donc à 2 joueurs et c'est très très bon. Farmhand, pareil, un jeu de pli mais compétitif qui va se jouer jusqu'à 5 joueurs dans lequel on va faire un concours de chant des animaux de la ferme. C'est celui qui gueulera le plus fort qui va gagner. Bah, c'est un jeu de pli tout simplement, mais avec la petite particularité, c'est qu'on a connaissance en fait de toute la répartition des cartes. Telle couleur va avoir telle valeur, telle couleur va avoir telle valeur, et on voit le dos de cartes de ses adversaires. Zoico, ce petit jeu de cartes pour 2 joueurs dans lequel on va recréer notre petit écosystème à 2 joueurs avec les 4 types de terrain. On va accueillir des animaux, on va tenter de les faire se reproduire pour marquer le plus de points possible. Spy World, Flip and Write, dans lequel on va, au fur et à mesure de la partie, construire notre base secrète, mettre des pièges, des murs, des secrets, et une fois qu'on a fait cette première étape, on va découper notre feuille, on va passer notre base secrète à notre voisin et on va récupérer la sienne. Et en fait, avec notre agent, qu'on aura pu stuffer au fur et à mesure de la partie, eh bien on va explorer sa base secrète de l'autre pour aller lui piquer ses trésors et éviter les pièges. Ouais, si possible. Dice Pool Party, là, c'est un tout petit jeu à la con, vraiment, mais qui est rigolo parce que vous allez secouer une boîte avec des dés à l'intérieur, vous allez soulever la boîte 3 secondes, vous allez essayer d'observer très très rapidement, paf, vous refermez la boîte. Et t'as rien vu du tout. Et vous allez devoir vous souvenir de ce que vous avez vu pour essayer de marquer le plus de points, à la façon peut-être d'un petit peu d'un Yams. Vous allez scorer la couleur, les paires, les sommes. Tu t'en es bien sorti. C'est plutôt rigolo, c'est très fun, très chaotique. Si vous vous souvenez pas, on s'en fout, vous marquez au hasard. Et Next Station Berlin, bah celui-là, voilà. Ouais, forcément, Next Station. On adore. C'est du flip and write. Il y a beaucoup de flip and write. On a beaucoup joué à ce jeu à cocher cette semaine et ça tombe très bien parce qu'on adore ça. Donc nouvelle itération de Next Station dans lequel vous allez avoir votre carte qui va être divisée en 2 parties. Et pareil, les cartes, eh bien il y a 2 types de couleurs, soit le violet pour la couronne, soit le orange pour l'ours, et vous allez faire un point de départ soit d'un côté, soit de l'autre, et le but c'est de relier non pas si possible, une station de métro, mais 2 stations de métro, si possible. Voilà pour le débrief du débrief, très très rapidement. Hop, on va repasser ici. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je parle vite, j'ai l'impression d'être pressé. Je suis pas spécialement pressé. C'est le débrief du débrief. On a fait une petite heure sur YouTube. Merci beaucoup. N'hésitez pas à remettre le pouce si vous l'avez pas déjà fait, mettre un petit commentaire et à venir également sur Twitch pour bien faire comme Icoc par exemple, Merci, Antares qui est venu nous voir et Snoopy, Sophie qui est venue également nous faire un petit coucou pour discuter un petit peu avec nous. D'ailleurs dans le chat n'hésitez pas à nous marquer s'il y a des jeux que vous avez déjà joués, que vous avez découverts, qui vous font envie, qui vous font pas envie. Sinon sur YouTube pareil, vous pouvez marquer un petit commentaire. On se retrouve donc tous les jours sur Insta, oui, pratiquement. Pour les partages en story des découvertes et des reviews de jeux de société. Le prochain live sur Twitch, c'est le jeudi 20h avec Loli. On va vous parler des sorties de la semaine. La semaine prochaine, il n'y aura pas de débrief ludique non plus parce qu'on sera en week-end. C'est le lundi de Pâques. C'est le lundi de Pâques. On va aller manger du chocolat. Et de l'agneau. Et de l'agneau. On se retrouve très bientôt. En tout cas, n'hésitez pas à activer les notifications sur Twitch pour avoir la petite, pour être averti. Oui, aussi. Pareil sur YouTube, voilà. Sinon, venez nous voir sur Insta. Passez une bonne semaine, amusez-vous bien. Ciao, ciao, salut.